Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour vous faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Il était temps, on est déjà le 9 décembre, je ne comprends plus rien. Je suis dépassée par les événements. Je vais essayer de pas trop tergiverser dans cette vidéo parce que j'ai 15 livres à vous présenter. Je suis contente parce que j'ai pas lu tous les livres que je vous avais montrés dans ma vidéo pile à lire. Il y a eu quelques petits ajustements, il y a eu des trucs que j'ai pas eu le temps de lire, mais j'avais prévu un petit peu plus. Donc voilà, j'ai lu un livre par sous-catégorie, même un petit peu plus puisqu'il y avait 14 sous-catégories, j'ai lu 15 livres. Bref, on s'en fout un petit peu. J'ai passé encore une fois un très bon moment, un super automne. En termes de lecture, un super automne tout court aussi d'ailleurs. J'avais vraiment hâte de vous tourner cette vidéo parce que j'adore tourner les bilans du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un exercice quand même assez difficile de revenir sur des lectures qu'on a effectuées il y a genre 3 mois, pour tout vous dire. Quand je suis allée chercher les livres que j'ai lus dans ma bibliothèque il y a 5 minutes, je me suis dit ah putain j'ai lu ça, je me souvenais même pas. Vous verrez, il y a un petit peu de tout, de l'abandon malheureusement jusqu'au coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous plaira et moi je me suis fait un café parce que je pense que ça va être un petit peu long, même si je vais essayer de pas trop parler pour rien dire, ce qui est un de mes plus grands défauts, pas dans la vie, mais en vidéo, malheureusement. Allez, trêve de blabla, puisque c'est déjà du blabla inutile que de vous raconter tout ça. On passe à ma première lecture du Pumpkin. Comme souvent, j'ai commencé tout en douceur avec des lectures pas forcément flippantes, pas forcément axées très automnales. Et j'ai lu pour ma première sous-catégorie, La fille dans l'écran de Lou Luby et Manon Devaux, qui, comme vous pouvez le constater, est donc un roman graphique, une BD qui a été écrite et dessinée à 4 mains. C'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette BD, c'est que on a des dessins différents, ça fonctionne hyper bien. Moi j'avoue que je suis fan de ce genre de procédé. Enfin, je suis pas sûre d'avoir déjà lu une BD à 4 mains, mais j'aime bien sinon les anthologies de BD, ce genre de choses, parce que j'adore avoir plusieurs styles graphiques en un ouvrage. Je trouve ça très intéressant tout simplement. Ici on suit donc deux nanas qui se rencontrent sur internet un petit peu par hasard et qui vont bien sympathiser puis tomber amoureuses l'une de l'autre. C'était une petite histoire mignonne, assez sympathique, qui parle beaucoup de la quête de soi, d'identité, de ce qu'on veut réellement dans la vie et de ce qu'on est prêt à faire, à sacrifier pour avoir la vie qu'on veut mener, que ce soit professionnellement ou en amour par exemple. Voilà, c'était une petite BD tranche de vie assez réconfortante que j'ai lue d'une traite. Et encore une fois, parce qu'il me semble que je l'avais aussi mentionné dans ma vidéo pile à lire, je vous mettrai en description la vidéo de Sita qui a interviewé les deux autrices illustratrices, une vidéo magistrale, j'ai adoré. C'est hyper intéressant. Je pense que la plus grande surprise, et en même temps pas parce que j'espérais vraiment adorer ce livre, ça a été L'Arche de Darwin de James Morrow, qui est un auteur que j'avais jamais lu du coup et que j'ai envie de dévorer. Enfin, pas lui littéralement, mais plutôt ses écrits, parce que j'ai tellement adoré ce livre. L'Arche de Darwin, ça se passe au 19e siècle si je me souviens bien, j'ai peur de dire des bêtises, mais à l'époque où Darwin a vécu. Quand on commence, il est encore assez jeune. On suit l'histoire d'une comédienne qui vit à Londres et dont le père est condamné aux travaux forcés. Il est à l'hospice puisqu'il a des dettes qu'il ne peut pas rembourser. Et elle va essayer de tout faire pour le sauver. Il lui arrive plein de trucs, plein de merde, et elle est virée de sa compagnie. C'est comme ça que ça se dit. Elle se retrouve un petit peu par hasard chez les Darwin en tant que gouvernante. Elle garde les enfants Darwin et c'est une jeune femme plutôt très maligne, très futée. Et donc elle fréquente ces Darwin et les personnes qui les entourent, d'autres scientifiques. Et puis il va être porté à sa connaissance la création d'un genre de concours dans lequel peuvent s'affronter toutes sortes de personnes. Il faut tout simplement pouvoir prouver ou réfuter l'existence de Dieu. À la clé, il y a de l'argent et donc forcément ça l'intéresse puisque son but, rappelons-le, c'est de sauver son père des travaux forcés. Pour ça, il faut de l'argent. Bref, il se passe tout plein de choses et elle va finir par voler
le manuscrit de L'origine des espèces de Darwin, puisque c'est avec ça qu'elle pense pouvoir réfuter l'existence de Dieu par donc tous les biais scientifiques qu'on connaît maintenant et qu'on prend pour acquis, mais qui à l'époque n'étaient pas encore connus. J'ai adoré l'Arche de Darwin parce que c'est un roman d'aventure rocambolesque. Je relis un petit peu mes notes parce que je sais plus trop ce que j'avais écrit. C'est parfois farfelu, on a un ton vraiment très drôle et un petit peu ironique qui m'a fait beaucoup rire. C'est très bien écrit. Les personnages ils sont tous un petit peu barrés et assez charismatiques, chacun à leur façon. Alors par contre il faudra pas attendre beaucoup de développement, je pense, au niveau des personnages. On est vraiment quand même centré sur une intrigue et aussi sur des idéaux et des questionnements religieux et scientifiques. Il ne faut pas être totalement opposé à parler de religion parce que je pense que sinon vous allez passer complètement à côté de cette lecture. C'est quand même un thème qui est central dans l'histoire. Ça a ce côté historique super intéressant et encore une fois, il ne faut pas que ça vous fasse peur non plus parce que le livre fait 600 pages et voilà, c'est une dimension assez importante de l'histoire. Mais en gros c'est typiquement le genre de livre que je verrais bien adapter un peu à la Pirate des Caraïbes, un peu en mode un peu barré mais avec des grands décors. C'est vraiment, j'avais beaucoup d'images en tête en lisant ça. Il se passe plein de choses, on va aux quatre coins du monde. S'il y avait 10 tomes avec cette héroïne et qu'à chaque fois elle devait, je sais pas, résoudre des trucs ou accomplir des quêtes, mais je les achèterais tous et je les dévorerais, c'est sûr et certain. Malheureusement c'est pas le cas, mais bon, tant pis. Des semaines après avoir terminé ce livre, j'y pensais encore et je pense que ça c'est devenu un de mes livres préférés du coup. Et pour résumer, j'avais écrit un très bon moment de divertissement, de questionnement religieux et spirituel, une plongée au cœur d'une époque, de grandes découvertes scientifiques. Voilà, c'était ça et c'était beaucoup d'aventure et beaucoup d'humour aussi. J'ai vraiment adoré. Après ça, j'ai enchaîné avec le tome 3 de Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg. Qui m'a pour le coup complètement perdue. Les dessins sont toujours aussi magnifiques, l'histoire de base est toujours aussi intéressante, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Je me suis ennuyée pendant tout le tome, et le truc c'est que c'est quand même des tomes à 30 €. Alors je suis pas du genre à remettre en question le prix des livres parce que c'est un travail monumental, il n'y a pas de problème, mais je me dis que s'il y en a 10 comme ça et que c'est 10 tomes où il se passe rien, et ben je sais pas si je vais continuer. Mais ce n'est même pas le pire puisque j'ai rien compris. J'ai rien compris, les dessins, les dialogues, il y a des moments où les personnages disent des trucs et je ne comprends pas de quoi ils parlent. Genre il y a eu un moment où il y avait une conversation et je me disais ils doivent parler d'un truc qui est dans leur environnement ou c'est pas genre un truc compliqué que je comprends pas parce que j'ai pas les ressources pour. Non non, c'est vraiment genre juste je ne comprends pas, je scrute les dessins pour essayer de voir si j'ai loupé un truc et je sais pas, c'était juste incompréhensible pour moi. Si vous avez lu ce tome 3, dites-moi parce que vraiment j'étais un peu perturbée de voir une telle cassure entre les débuts et ce tome 3. Après ça, j'ai enchaîné avec une lecture beaucoup plus simple, même si Stand Still, Stay Silent n'est pas censé être compliqué. Et j'ai lu Kiki la petite sorcière, qui a donc été adapté par les studios Ghibli et qui est, je pense, à ce jour mon Ghibli préféré. J'adore cette histoire, j'adore l'ambiance qui se dégage du film, c'est tellement réconfortant et tellement mignon et juste beau, c'est magnifique, comme tous les Ghibli bien sûr. Là on est sur un roman jeunesse hyper sympathique à lire, surtout quand on a vu le film justement. J'ai trouvé que c'était un plaisir de retourner dans l'univers, c'est feel good et c'est super mignon. En revanche, c'est pas si détaillé que ça au niveau des personnages, de l'atmosphère, c'est peut-être justement parce que c'est un livre très jeunesse. Heureusement que j'ai vu le film avant, comme ça j'avais les images en tête. Et donc c'était juste une petite piqûre de rappel vraiment sympathique. Mais j'avoue qu'à choisir entre les deux, je préférerais garder le film, voilà, s'il ne devait en rester qu'un. Ensuite, oh là là, une autre déception. On alterne un peu cool, moins cool.
Je suis vraiment trop triste. Et alors ce livre-là, heureusement que je l'ai trouvé d'occasion parce qu'il coûte 35 balles à la base. Et j'aurais vraiment eu la haine de l'avoir payé au prix fort. C'est Lasser, détective des dieux. Je pensais que j'allais adorer, ça se passe en Égypte. On est sur une enquête un peu policière qui mêle les divinités égyptiennes. Bref, ça avait l'air trop bien. J'ai abandonné ce livre au bout de 30 pages. Puisque au bout de 30 pages, j'en avais déjà ras la casquette de toutes les remarques insupportables du personnage principal. Non, moi non. On est en 2021. On suit un mec, je vais poser le livre d'ailleurs parce qu'il est trop gros. On suit un mec qui... c'est un détective. C'est un détective un petit peu raté. Et pour vous la faire courte, en gros, un jour, il se met un petit peu dans la mouise et il tombe sur une nana qui est donc d'origine égyptienne. Elle est un peu séquestrée par un mec. Il la sauve, ensuite il la prend un peu sous son aile et il tombe amoureux. La façon qu'avait ce personnage de parler de cette femme, de parler des femmes en général, et juste les remarques incessantes sur absolument toutes les femmes qu'on a pu rencontrer de la page 0 à la page 40, c'était trop pour moi. C'est-à-dire que cette femme, je ne me souviens même plus de son nom en fait, puisque son nom n'est quasiment jamais prononcé. Elle est juste sa belle égyptienne, je cite. Elle sent l'encens, les épices et la cannelle. Elle est exotique, c'est original, hein, n'est-ce pas, comme traitement de femme égyptienne, et puis plus particulièrement exotique aux yeux des occidentaux, c'est insupportable. Déjà, exotique, c'est un mot que je ne supporte pas parce que c'est un mot qui est toujours utilisé du même point de vue, parce qu'à la base ce qui est exotique veut simplement dire ce qui est étranger, lointain. Donc le mot exotique théoriquement pourrait s'appliquer à absolument tout et n'importe quoi, mais c'est toujours utilisé du même point de vue et ça me casse les couilles. Je fais un petit peu mon caca nerveux, mais c'était juste pas possible, ça m'a irritée. Et puis voilà, c'était pas la seule en fait. À chaque fois qu'il y avait une femme, on parlait de son physique, de ses seins, non, bref, next. Et à la place, Cornelius faisait une relecture, oui parce qu'il les avait déjà lus, et Willan, et donc ça m'a donné grave envie. Et puis ça passait bien pour à peu près les mêmes mots-clés que pour Lasser, c'était genre aventure, truc comme ça. Et je me suis dit que j'allais m'y remettre moi aussi. Vous savez que Willan c'est ma saga de fantasy jeunesse préférée. Je ne la présente plus, j'ai relu le premier tome que j'avais déjà lu maintes et maintes fois et c'était génial, ça m'a fait trop du bien, j'ai passé un très bon moment. Voilà, je n'ai pas regretté mon choix. Après ça, j'ai enchaîné avec un autre roman jeunesse, Tunnel of Bones de Victoria Schwab. C'était le deuxième tome, c'est le deuxième tome de la série Cassidy Blake, qui est aussi traduite en français. Ici, on suit Cassidy qui est à Paris, elle va donc vivre de nouvelles aventures. Le premier tome se passait à Édimbourg et j'ai vu que le troisième se passe à la Nouvelle-Orléans. Je pense que ça va être trop bien. Alors je sais pas si c'est parce que Paris c'est chez nous, c'est la France. Je sais pas si c'est parce que ça m'a paru un peu plus banal en fait. Mais j'ai trouvé ce tome carrément moins... entraînant, voilà c'est ça que j'avais écrit, c'est moins entraînant que le premier tome, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins d'enjeux, beaucoup moins de danger aussi, qu'il y avait moins de mystère, que c'était peut-être un petit peu rapide, mais encore une fois je pense que c'est une question de préférence, et c'est vrai que le premier tome qui se passe à Édimbourg, je l'avais lu à Édimbourg, j'étais genre complètement immergée dans l'ambiance et dans l'histoire. Et là, ouais, ça m'a paru un petit peu moins, un peu moins ma came en fait, tout simplement. Cela dit, ça reste un très bon jeunesse, c'était un bon moment de divertissement, c'était spooky et cosy en même temps, et parfait pour la saison quoi. Monument de la BD française, j'ai lu, ça rentre même pas dans le cadre, j'ai lu Shangri-La de Mathieu Bablé, quelle beauté. BD de science-fiction donc dans laquelle on suit l'humanité qui s'est retranchée dans l'espace puisque la Terre est devenue inhabitable. On est dans une société
complètement dystopique, hein, société de consommation de l'extrême. Je relis un petit peu mes notes parce que je n'ai aucune mémoire. Les dessins, oui, ils étaient époustouflants, hein, comme d'habitude avec Mathieu Bablé. Il y a énormément de questions et de réflexions actuelles, politiques, humaines, sociétales, qui sont poussées à l'extrême, donc dans cette société futuriste dystopique. Le consumérisme, donc, comme je vous le disais, objectification du corps de la femme, oui, c'était pas adressé directement, mais vous le verrez en background, c'est très présent. On a des espèces animales qui sont éteintes, la terre est devenue inhabitable. Voilà, beaucoup de choses qui font de ce récit une dystopie. J'ai trouvé tout ça très intéressant, mais j'ai eu un petit peu le même problème qu'avec Carbone et Silicium, c'est-à-dire que c'est trop de noirceur pour moi, trop d'extrême, un petit peu manichéen à mon goût. C'est ma vision des choses, hein, ça n'engage que moi. Je sais que c'est une BD qui a eu énormément de succès et que j'ai beaucoup apprécié moi aussi, mais que j'ai trouvé un petit peu trop too much. Un petit peu trop too much. Ouais, c'est ça en fait, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de nuance et ça a tendance à me distancer automatiquement du récit. J'ai pas grand chose de plus à dire, je trouve que les idées sont très intéressantes et d'ailleurs je rejoins hein, les idéaux de Mathieu Bablé sur énormément de points. Par contre, ouais, c'était peut-être un petit peu... ça manquait un peu de... Ouais, voilà, de nuances pour moi. Je répète la même chose 15 fois, tout va bien. J'avoue que j'ai adoré le petit twist de fin. C'était plutôt bien trouvé, je l'avais pas vu venir et je me suis dit waouh, ah ouais, trop cool. C'est une belle œuvre, je trouve, qui plaira à beaucoup de monde et que j'ai apprécié lire, même si c'était très noir. Mais ça m'a quand même moins déprimé que Carbone et Silicium. Après voilà, pour moi c'était encore un petit peu trop en surface, même si on est dans l'espace. Lol. Encore une suite avec Anne d'Avonlea, le deuxième tome de la série Anne de Green Gables, que j'ai absolument adoré bien évidemment. Les livres sont toujours aussi magnifiques. C'était vraiment un plaisir de suivre Anne sur ces 2 années. Je m'attarde pas trop parce que j'en ai déjà parlé dans un vlog que je vous mettrai dans le petit i là, je sais jamais. C'était une lecture excellente, j'ai vraiment hâte de lire la suite et de toute façon je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'est un chef-d'œuvre. Ensuite j'en ai encore parlé dans le vlog donc je ne vais pas m'attarder, j'ai lu Courtney Crumrin, le premier tome, Les choses de la nuit et l'assemblée des sorciers. En fait c'est une intégrale qui regroupe les 2 premiers tomes. J'ai moyennement aimé. Et puis j'ai lu La Foire des Ténèbres. Oh non. Et puis j'ai lu La Foire des Ténèbres. Et puis j'ai lu La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury, pareil, que j'ai adoré, comme Anne, bon, différemment hein, bien sûr, puisque c'est pas du tout la même chose. J'en ai parlé encore une fois dans ce fameux vlog. C'était génial, c'est Bradbury, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a émue et j'ai trouvé ça très beau. Putain. Allez, on va essayer de terminer cette vidéo, il ne reste que quelques lectures. Au secours, si ça me fait ça toutes les 3 secondes, je vais péter un câble. J'ai lu Minuscule, le tome 2 de Takuto Kashiki, petit manga trop mignon, c'était parfait pour l'automne, c'était... Voilà, c'est de la tranche de vie assez sympathique. C'était quand même un peu moins bien que le premier, il y a une partie où ils doivent réparer un mur, et franchement j'avoue la maçonnerie, pas trop mon délire. L'Odoshu Sauté de Inoue Areno, roman japonais dans lequel on suit 3 femmes qui ont à peu près toute la soixantaine et qui tiennent une espèce de restaurant qui fait du emporté, enfin, un traiteur quoi. Ça donne extrêmement faim, tout ce qu'elles font a l'air délicieux. Après pour l'histoire en elle-même c'était très tranche de vie, il se passe pas grand chose, on suit un petit peu leur vie, notamment amoureuse. Il y en a une qui est divorcée, il y en a une qui a un copain mais qui est pas très présent, et puis il y en a une qui est veuve et on parle beaucoup voilà, des relations qu'elles ont ou qu'elles ont eues avec leur mari, leur ex-mari ou leur copain. Et
C'était assez sympathique, mais c'est un livre dont bizarrement j'ai pas grand chose à dire. En tout cas pour la catégorie nourriture, gourmandise et tout, c'était parfait. Je le sens là que je me grouille parce que j'ai grave peur de me faire couper la parole encore une fois. J'ai lu le 2e tome de Aria the Masterpiece de Kozue Amano. C'était toujours aussi bien. En plus je l'avais mis par hasard dans cette pile à lire et ce tome là il commence en automne et on a vraiment de très très belles planches avec les feuilles d'automne qui tombent, c'est très très beau. C'est un manga que j'ai lu pendant quelques jours où j'étais extrêmement stressée et ça m'a fait du bien, ça m'a fait tellement de bien parce que c'est très réconfortant, c'est très doux, c'est très positif, il se passe rien de triste, rien de négatif, rien qui peut te trigger là-dedans, enfin pas que je sache. Et j'ai besoin de lectures comme ça pour ces moments justement de stress et d'angoisse, c'était parfait. Et j'ai terminé mon Pumpkin Autumn Challenge avec Queendie et La Maison sur le Rivage, The House on the Strand, que j'ai terminé vraiment très récemment. Et bordel, j'étais soulagée de terminer ce livre. J'ai lu l'année dernière le bouc émissaire de Daphné du Maurier qui m'avait un petit peu déçue parce que j'en attendais plus, j'en attendais autre chose, j'en attendais ouais, quelque chose de plus genre, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un petit peu pareil pour La Maison sur le Rivage. Il faut savoir que celui-ci c'est l'avant-dernier roman de Daphné du Maurier, donc elle avait la soixantaine quand elle l'a écrit il me semble. Donc c'est un de ses romans les plus matures, pas dans le sens de l'intrigue et de l'histoire, mais dans le sens où elle avait pris de l'âge quoi. C'est pas l'époque où elle a écrit Rebecca qui était 20 ou 30 ans plus tôt. Et je sais pas du tout pourquoi je vous dis ça, je sais pas si ça a un intérêt particulier, parce qu'au final j'ai pas vraiment vu la différence, j'ai pas trouvé que son style était plus ardu forcément. Enfin je l'ai trouvé très, très fidèle à elle-même, mais j'ai eu un petit peu plus de mal avec celui-ci parce qu'il était très compliqué. Je l'ai trouvé vraiment très très compliqué, en plus je le lis en anglais donc ça me rajoute une difficulté en plus. On suit un mec qui a la quarantaine, qui part en vacances dans le manoir d'un de ses amis, enfin son ami le plus proche. On est dans les années 60, à l'époque où Daphné du Maurier a écrit ce livre finalement. Et il se trouve que l'ami de cet homme qui lui a prêté sa maison est un scientifique, un genre de chimiste, biophysicien, blablabla, et qu'il a mis au point une drogue qui permet de voyager dans le temps. Notre personnage principal, qui est donc en vacances dans cette maison avec de la drogue à portée de main, se dit que il va tester pour voir ce que ça fait. Et en fait à chaque fois qu'il prend cette drogue, il retourne au XIVe siècle. Daphné du Maurier pour ce roman s'est fait un énorme kiff que je peux totalement comprendre, c'est-à-dire que là où se déroule cette histoire, c'est une maison qui s'appelle Kilmarth, qui est la maison dans laquelle Daphné du Maurier a vécu les dernières années de sa vie. La maison de sa vie c'était Menabili, mais quand elle a été obligée de déménager, elle est allée vivre ici à Kilmarth. Pourquoi elle dit qu'elle s'est fait un gros kiff? C'est parce qu'elle a fait des recherches sur cette maison, sur ce manoir en fait, et qu'elle a découvert des choses sur ses anciens occupants, sur les familles qui ont vécu dans le village dans lequel est cette maison. Et elle a écrit à propos de ces personnages au XIVe siècle donc, et elle s'est fait un gros kiff à reprendre les faits historiques et à les romanticize. Et donc on suit ces personnages qui ont donc vraiment existé, en tout cas pour la plupart, à travers les yeux de notre personnage principal qui s'appelle Richard d'ailleurs, je vais peut-être le préciser, ce sera plus simple. À chaque fois qu'il retourne au XIVe siècle, il voit ces personnages. Le seul truc c'est qu'il ne peut pas du tout entrer en contact avec eux, il ne peut avoir aucune interaction. Donc vraiment c'est le mec, il retourne dans le passé, mais c'est comme s'il regardait une série, tu vois, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Il s'attache à eux, comme nous on peut s'attacher à des personnages quand on regarde une série justement, mais il ne peut rien faire, il ne peut pas leur parler, il ne peut pas les toucher, il est vraiment uniquement spectateur. Et au début ça m'a pas dérangé parce que je pensais justement qu'il allait y avoir un basculement, et en fait pas du tout.
On a un arbre généalogique pour nous aider à comprendre qui est qui, mais même l'arbre généalogique, il ne m'aidait pas. C'est-à-dire qu'il y a genre 4 mecs qui s'appellent Henri, 3 mecs qui s'appellent William, il y a 4 meufs qui s'appellent Johanna. J'étais perdue. J'ai dû me faire des codes couleurs pour savoir qui était la famille de qui était marié avec qui, parce que c'était un petit peu compliqué. Bon, après ça rentre dans l'ordre, plus tu lis et plus tu comprends, c'est comme dans n'importe quelle histoire, normalement. Mais ouais, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans et j'ai trouvé que vraiment ça ne prend qu'à partir du dernier tiers et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et pour tout vous dire, en fait c'est hyper bizarre. J'ai eu une lecture assez ambivalente parce que d'un côté je me disais c'est Daphné du Maurier et je retrouve ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire poser une ambiance. On est toujours en Cornouailles, on est toujours dans des grandes maisons, des manoirs. On a toujours des personnages un petit peu ambivalents qui sont pas toujours très... qu'on n'aime pas forcément mais qui sont intéressants. Et elle a ce talent de toujours m'agripper quoi, ça m'intéresse ce qu'elle fait, ça m'intéresse ce qu'elle dit, ça m'intéresse ce qu'elle veut me montrer. Et en même temps, à chaque fois qu'on retournait dans le passé, je me disais mais je m'en fous de ces gens-là. Et en plus, on ne peut même pas entrer en interaction avec eux, donc j'ai pas trouvé cette partie très intéressante, encore que je comprends que elle, ça l'est passionnée, parce que je pense que si j'avais été à sa place et que je vivais à cet endroit, et que enfin, c'est un endroit tellement riche, historiquement parlant, ça doit être passionnant, mais moi ça m'a pas fait grand chose quoi. J'étais finalement plus intéressée par le présent et ce que cette drogue peut avoir comme effet sur le présent justement et sur la vie de notre personnage principal qui est quand même marié, qui a sa femme qui le rejoint en vacances avec leurs 2 enfants. Voilà, il y avait potentiellement moyen que ça parte bien en couille et au final il a fallu attendre vraiment la moitié pour que déjà il y ait un petit truc un petit peu étrange qui se passe et puis après vraiment les derniers tiers pour que ça bouge. Et encore, j'ai pas eu ce que je voulais. Voilà, j'ai pas eu ce que je voulais, je vais le dire comme ça. J'ai trouvé qu'on aurait pu en faire beaucoup plus. Un peu comme avec le bouc émissaire, il y avait moyen de faire un truc genre démentiel et c'est resté assez sage finalement, j'ai trouvé. Surtout que le résumé il est vraiment genre putaclic parce qu'on nous dit que le mec qui retourne dans le passé, il va être témoin d'intrigues, d'adultère, de meurtres. Alors oui, mais ça ne change rien à sa vie du coup, donc on s'en fout en fait limite. Et en plus on nous dit que ces tentatives pour changer l'histoire sèment la terreur sur sa vraie vie quoi. Et en gros le sbeul également. Alors oui mais pas tant que ça quoi. Enfin voilà, je trouve que le résumé il était vraiment en mode oh my god il va se passer des trucs de ouf. On a peut-être pas la même notion de trucs de ouf en fait tout simplement. Voilà, donc une petite déception quand même si encore une fois j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé ce truc que Daphné du Maurier a et que si tu aimes ces bouquins tu retrouves à chaque fois. Mais sinon ça manquait de fuego, je sais pas, ça manquait d'un truc. Et voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Maintenant je vais pouvoir me lancer dans mes lectures du Cold Winter. Je suis pas très en avance mais bon, c'est pas comme si je me mettais la pression de toute façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis moi en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.